Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 26 août 2025. Tout de suite, les principaux titres. Les amis et les proches d'une femme assassinée il y a plus de 10 jours avec son enfant au niveau du quartier Roussolo de la zone Kanyosha réclament l'action de la justice car ils disent ne pas savoir l'issue des enquêtes qui avaient été commencées par la police. Et puis les élections collinaires qui se sont tenues ce lundi ont été marquées dans certaines localités par le vote des habitants pour des candidats qui ne se trouvaient pas sur les listes des candidats, affirmant que ce sont eux qui désiraient, même si leur candidature avait été écartée. Et enfin, certaines femmes et jeunes filles dénoncent l'ampleur inquiétante que prennent les agressions sexuelles dont elles sont victimes de la part des hommes au centre-ville de Bujumbura ces derniers temps, au moment où elles font la queue aux arrêts de bus. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, page de sécurité pour commencer. Gitega reconnaît que 21 personnes ont été enlevées entre juillet 2024 et juin 2025. Au cours de cette même période, il est également mentionné 59 personnes qui se seraient ôté la vie. Des chiffres confirmés par les sources de la radio publique africaine au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Plus de détails avec Josiane Mozaneza. Les crimes d'enlèvement suivis de disparition font partie des crimes documentés par différents ministères, dont celui de la sécurité et celui en charge des questions des droits de l'homme. Des sources de la RPA au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique font savoir que, même si niés officiellement, ces crimes sont officieusement rapportés et d'une façon très régulière. Les mêmes sources font savoir que malgré le fait que plusieurs autorités, dont le chef de l'État, ne cessent de remuer le couteau dans la plaie des familles des disparus en clamant haut et fort que les personnes soi-disant enlevées sous la coule douce dans certains pays où vont grossir les rangs des mouvements armés, le fait est que l'enlèvement est considéré dans les hautes sphères comme une des preuves de l'insécurité grandissante au pays. Tenez, entre juillet 2024 et juin 2025, le gouvernement d'Aïchimiye dit avoir documenté 21 personnes enlevées. Selon nos sources au sein du ministère de la Sécurité, seuls les mois de novembre et avril n'ont pas enregistré de cas d'enlèvement. Les mêmes sources parlent de 59 suicides dans la même période, allant de juillet 2024 à juin 2025, surtout dans les mois de juillet, octobre et janvier qui comptent respectivement 8, 11 et 9 cas de suicide. Vous saurez que les enquêtes de la RPA ont révélé que la plupart de ces personnes qui auraient soi-disant mis fin à leur vie sont en réalité tuées puis leur meurtre maquillé en suicide pour couvrir les auteurs de ces crimes qui sont pour la plupart des Ibonila-Koulé du parti au pouvoir, le CNDD-FDD ou agents de l'État afin qu'ils ne soient jamais inquiétés par la justice. Et en page de justice, plus de 10 jours après l'assassinat d'une femme et de son enfant, au niveau du quartier Roussolo de la zone Kanyosha, nous sommes en commune Mugere de la province Bujumbura. Les amis et les proches des victimes exigent de la lumière sur ce double assassinat. Les habitants de la localité disent ne pas savoir l'issue des enquêtes qui avaient été débutées par la police. Emmanuel Nyongeko nous en dit plus. Le corps d'une femme nommée Pauline Nibimha et de son petit enfant Dani Irishura ont été découverts vendredi matin le 15 août 2025 dans le quartier Roussolo, zone Kanyosha, commune Mugere, en province de Bujumbura, décapités par des gens non encore identifiés. Les voisins pensent que les auteurs de ce double crime les auraient surpris jeudi vers 19h après le départ des maçons qui étaient en train de réhabiliter la maison de la famille. Ils ont été assassinés entre 18h30 et 19h. Après les avoir tués sauvagement, ils ont fermé la maison avant de jeter les corps dans des puits perdus de l'extérieur de la maison. Cette maison était à réparer
séparation, les massos étaient déjà partis. L'enfant aîné était allé jouer avec ses égaux et au retour, il a trouvé la maison fermée et de penser que sa maman était partie ailleurs. Cet enfant aîné de la famille a finalement passé la nuit chez les voisins, croyant que sa mère se serait déplacée. Et cette dernière, avec son enfant, ont été retrouvés jetés dans un puits perdu, érigé devant leur maison. Les habitants de la localité disent ne pas savoir l'issue des enquêtes qui avaient été déjà débutées par la police. Ils exigent de la lumière sur ce double meurtre. Un officier de la police judiciaire a fait des enquêtes par les médias, mais il n'a pas pu continuer, sauf le fait d'arrêter des massos qui raccommodaient la maison. Ce sont ces massos qui, les premiers, ont vu les corps de ces deux individus le matin et ils ont été relâchés. Nous voudrions donc demander qu'il y ait des enquêtes approfondies sur l'assassinat de ces gens. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Adelaide Hatangayo, administrateur de la commune de Mugere, pour recueillir sa réaction. Signalons que l'enterrement des défunts est prévu ce mercredi, le 27 août 2025. Et tout prisonnier a droit à un espace pour dormir, conformément à la législation qui encadre les établissements pénitentiaires au Burundi. Ce droit est en outre consacré par les instruments internationaux relatifs aux droits des personnes incarcérées que le Burundi a ratifié. David Claude Mananayo nous fait le point. Selon la loi numéro 1/24 du 14 décembre 2017 portant sur les règles pénitentiaires au Burundi, tout détenu conserve des droits fondamentaux, même en détention, afin que sa dignité soit respectée. Parmi ces droits figure celui de disposer d'un espace personnel pour dormir propre et sain, garantissant à la fois la santé physique et mentale du détenu. La loi burundaise précise que chaque détenu doit bénéficier d'un lit individuel et propre. Les cellules doivent être ventilées et présenter des conditions minimales de confort. Parallèlement, le Burundi a ratifié les règles Nelson Mandela adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2015 pour promouvoir le respect des droits des personnes privées de liberté. Les articles 21 et 22 de ces règles insistent sur le droit de chaque détenu à un espace suffisant et approprié pour se reposer. En tant que membre de l'ONU, le Burundi est donc tenu de respecter ces normes internationales. Pourtant, les enquêtes menées par la radio RPA révèlent un écart important entre ces prescriptions légales et la réalité. Dans de nombreuses prisons du pays, de nombreux détenus dorment à même le sol et certains doivent même verser de l'argent pour obtenir un endroit où s'allonger malgré les droits qui leur sont garantis. Divers facteurs expliquent que le Burundi ne respecte pas pleinement ces lois, qu'elles soient nationales ou internationales, protégeant les droits des détenus. Et je vous le disais en titre, les élections de ceux qui vont diriger les collines et les quartiers qui se sont tenues ce lundi ont été marquées dans certaines localités par le choix des habitants de voter pour des candidats qui ne figuraient pas sur les listes des candidats, affirmant que ce sont eux qui désiraient, même si leur candidature avait été écartée au motif de violation des lois. Et dans d'autres localités, les habitants ont contesté les personnes annoncées comme élues. Des citoyens qui se sont entretenus avec la radio publique africaine demandent à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, de leur situer ce qu'ils appellent leurs droits en leur permettant d'être dirigés par les personnes qui souhaitent. Din Karondo nous en dit plus. Ces voix que vous entendez proviennent d'une vidéo qui a circulé hier soir sur les réseaux sociaux où des habitants de la colline Kagina, zone Murungulira, commune Kirundo, exprimaient leur opposition à la réélection d'Ascension Manirambona, ancien chef de colline, estimant qu'il aurait dû être remplacé depuis longtemps. Ces habitants dénonçaient ce qu'ils considèrent comme un vol des élections. Situation presque similaire dans le quartier Kajiji, zone Kanyosha, province de Bujumbura, où des tensions au sein du parti CNDD-FDD auraient conduit au retrait de Minani Ferdinand, ancien responsable de ce quartier, de la liste des candidats. Malgré cela, les habitants ont clairement exprimé leur volonté de le voir continuer à les représenter, raconte notre source.
Dans tous les bureaux de vote que j'ai pu observer, Inan Ferdinand a obtenu environ 90% des suffrages, tandis que ses concurrents n'ont jamais atteint 50% des voix. Cela devient encore plus frappant lorsqu'on constate que les candidats dits nuls continuent d'apparaître sur les listes officielles et finissent paradoxalement par obtenir les meilleurs résultats. Les accusations portées contre lui sont infondées et dénuées de preuves concrètes. En réalité, une personne possédant les qualités nécessaires pour représenter la population ne se voit pas systématiquement privée de soutien par ses électeurs. Il est évident que la majorité a compris que certains candidats n'étaient pas réellement en lice sur la liste. Les habitants d'Okajiji demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de réorganiser les élections afin qu'ils puissent être dirigés par les représentants de leur choix. Ils réclament la restitution de leur droit fondamental à être dirigés par les responsables de leur choix et selon leur propre volonté. Ils insistent également pour que la CENI cesse de les diviser et soulignent qu'en tant que citoyens responsables et conscients, ils souhaitent que leurs dirigeants légitimes soient ceux qui les représentent réellement. Nos sources au sein de la population s'interrogent sur la légitimité du processus et souhaitent savoir s'ils pourront être dirigés par les candidats de leur choix ou si le poste sera attribué aux prétendants qu'ils estiment avoir été élus de manière injuste. Et passons à l'actualité économique. Il est difficile de comprendre comment les autorités du Burundi se disent surprises par la crise économique que traverse le pays, alors qu'elles-mêmes sont à l'origine de cette situation. C'est ce qu'affirme l'économiste André Nikwigidze. Cet expert en économie souligne également qu'il est incompréhensible que le Burundi connaisse une période aussi critique, pire que par le passé, alors que ceux qui dirigent le pays sont au pouvoir depuis 20 ans et avaient promis au Burundi de redresser l'économie nationale. C'est vraiment étonnant d'entendre le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'interroger sur la situation économique du pays. Je voudrais ici souligner 3 points. Premièrement, cela fait 20 ans que le parti CNDD-FDD est au pouvoir. Alors, on se demande si c'est maintenant que les hauts responsables constatent que la situation économique du pays est préoccupante. Comme vous le savez, lorsque le CNDD-FDD a accédé au pouvoir en 2005, l'économie du Burundi venait de traverser une période extrêmement difficile avec 10 années de conflits politiques. Et dans ce contexte, vous vous rappelez que les nouveaux dirigeants s'étaient engagés de tout mettre en œuvre pour relancer la production et réduire la pauvreté. Aujourd'hui, en 2025, les Burundais sont plus pauvres qu'ils n'étaient en 2005. La pauvreté extrême, la faim, les prix augmentent chaque jour. Le pays n'a pas de carburant, il n'a pas d'électricité. Les aides extérieures ont fortement baissé et aucun investisseur étranger ne veut se risquer pour venir investir ses capitaux au Burundi. Et le peu de ressources du pays sont dilapidées avec la protection des personnes au pouvoir. Bref, le Burundi est devenu le pays le plus pauvre du monde et le pays qui connaît une situation qu'il n'avait jamais connue depuis l'indépendance. Alors la question qu'on se pose est celle-ci. Comment se fait-il qu'après 20 ans, le pays se retrouve plus pauvre qu'il n'était avant que le parti CNDD-FDD n'accède au pouvoir en 2005. Deuxièmement, ces dernières années, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de forums économiques. Des experts aussi bien burundais que étrangers ont formulé des conseils avisés sur ce qui doit être fait pour relancer l'économie nationale. Des plans ont été préparés. Et pourquoi ces plans de relance économique n'ont jamais été mis en œuvre? Des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement ont formulé des recommandations sur ce qui doit être fait pour la relance de la production, la stabilité monétaire, l'apport des devises étrangères. Ces institutions ont même promis d'accompagner par des appuis financiers ces réformes. On les a jamais écoutées. Maintenant, les dirigeants du CNDD, FDD disent qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre ces réformes parce que venues de l'extérieur. Alors on se demande, quel que soit celui qui donne les conseils, qu'il soit national ou étranger, je pense que l'important c'est le résultat. Et puis ces réformes sont généralement formulées avec l'approbation
et l'assentiment des hauts responsables de l'État. L'économiste André Nikwigidze critique par ailleurs la gestion du parti CNDD-FDD, s'interrogeant sur le fait que, malgré 2 décennies de gouvernance, il n'est jamais réellement investi dans le développement des principaux secteurs économiques, ni poursuivi ceux qui pillent les richesses du pays. Selon lui, il est temps que le parti au pouvoir change de cap, car la situation nationale est alarmante. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises, et d'autres experts l'ont dit et répété. Aucun pays au monde ne s'est jamais développé par les aides extérieures, que ce soit des dons ou des emprunts. Ces aides doivent servir pour développer les capacités domestiques de production et afin de pouvoir rembourser les crédits et moins dépendre de l'aide extérieure. Ici, alors, on se demande pourquoi, pendant 20 ans, l'État n'a jamais soutenu le secteur de l'agriculture afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire à la population, au travers de la fourniture des engrais, des semences sélectionnées et d'autres appuis. On se demande pourquoi l'État n'a jamais soutenu les cultures d'exportation telles que le café et autres afin de générer les ressources en devises. Et pourquoi l'État ferme les yeux à ceux qui exportent les minerais clandestinement alors que les ressources provenant de ces exportations pourraient aider à avoir des devises. Et pourquoi ceux qui dilapident les ressources publiques n'ont jamais été arrêté et traduit en justice. Alors, je dirais pour conclure que la population observe évidemment toute cette mauvaise gouvernance, les partenaires de développement aussi. Et le pays est en train de sombrer dans le gouffre. Comme vous le voyez, certains partenaires du Burundi se sont retirés. Les investisseurs privés étrangers ne veulent plus risquer leurs capitaux pour investir au Burundi. Il n'y a plus de production nationale. Aujourd'hui, les budgets annuels servent à financer seulement les dépenses courantes et non l'investissement. Alors, la situation actuelle appelle à un sursaut national de la part des dirigeants pour redresser cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Ils devraient se préoccuper des intérêts du pays et des citoyens et non des intérêts des personnes qui sont au pouvoir. Ces propos d'André Nikwigidze interviennent après les déclarations du secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikuliyo, lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier. Et le fait que les caféiculteurs n'aient toujours pas reçu leur rémunération jusqu'à présent leur cause de grandes difficultés car c'est de cette production qu'ils tirent leurs moyens de subsistance ainsi que ceux de leur famille. C'est ce que déclare l'organisation PARSEM, engagée à sensibiliser les Burundais sur la nécessité de changer de comportement pour parvenir à un développement durable à la suite des plaintes des producteurs de café de plusieurs régions du pays. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, ajoute que les explications récemment fournies par l'Office de développement du café ODK en sigle, dont le directeur a fait savoir que le retard des paiements était dû à une mauvaise compréhension par certains producteurs du système moderne de rémunération électronique, ne sont pas convaincantes. PARSEM lance un vibrant appel au gouvernement d'organiser dans l'urgence le paiement des caféiculteurs parce que jusqu'à maintenant, aucun caféiculteur n'a jamais touché le monde de faux par rapport au paiement de la campagne café 2025-2026. Nous sommes dans une situation de grande pauvreté, couplée à une spirale inflationniste évidente. Bientôt c'est la rentrée scolaire, alors que normalement le premier paiement devait avoir eu lieu au mois de mai et le dernier paiement au 31 août de chaque année. Ça veut dire que les caféiculteurs sont dans une situation difficile, dans une situation économique précaire et ils sont actuellement livrés à l'usure. Je crois que la conscience du gouvernement devrait être interpellée pour prendre des décisions concrètes dans ce secteur. Deuxièmement, le gouvernement invoque la digitalisation. Personne n'est contre l'évolution d'organisation, de structurer cette filière café. La digitalisation, bienvenue, mais quel est l'acteur qui a été choisi pour digitaliser la filière café? Est-il capable? Pourquoi cette perte de temps qui tente de causer un tort à la filière, au premier maillon de la chaîne est d'ailleurs important que les producteurs? Normalement, le gouvernement devait avoir conscience que les producteurs constituent le premier maillon de la chaîne dans la filière café. Il y a risque de désintéressement. Depuis longtemps, les gouvernements ont toujours essayé d'épargner le paysan, le cultivateur, toutes les formes de péripéties, de turbulences liées à l'instabilité, par exemple, du marché mondial. C'est pourquoi qu'il y avait eu l'initiative de créer des fonds STABEX pour réguler ce secteur. Mais actuellement, on constate un dysfonctionnement institutionnel évident. Il y a l'ODK.
En même temps, acteurs du secteur de la filière et régulateurs. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le bureau scientifique de la présidence de la République. Nous sommes dans un cafouillage institutionnel. Et dans cette situation, alors les résultats doivent être mitigés parce que chacun tire la ficelle de son côté. Il faut une harmonie institutionnelle, une collaboration, afin d'avoir une structure unique qui contrôle le secteur et qui prend des décisions à temps et au moment voulu. Le directeur de l'ODECA, Wikunda Oscar, avait reconnu vendredi dernier que le paiement des caféiculteurs débuterait au cours de cette semaine. Et poursuivons ce journal par la page éducation, par une correspondance datée du 22 août 2025 et adressée aux responsables de l'éducation dans toutes les provinces. Le ministre de l'Éducation François Habzalimana a ordonné aux établissements scolaires qui dispensent déjà des cours aux élèves en préparation des examens d'état de l'année scolaire 2025-2026 de suspendre ces activités. Le ministre a expliqué que l'année scolaire n'a pas encore officiellement commencé et que certains nouveaux élèves qui vont intégrer ces établissements risqueraient de se retrouver désavantagés. Une autre raison avancée par le ministre Habzalimana est que la perturbation de la période de vacances a des conséquences négatives sur la capacité de suivi et d'apprentissage des élèves. Il a donc insisté sur le fait que toutes les activités pédagogiques doivent impérativement débuter avec l'ouverture officielle de l'année scolaire. Cette décision est donc saluée par la Fédération des syndicats du secteur de l'enseignement au Burundi, FENASEB en sigle, qui affirme qu'elle viole les droits des élèves ainsi que ceux des enseignants. La FENASEB a aussi saisi de cette occasion pour demander au ministère de l'Éducation que l'année scolaire 2025-2026 commence après que les problèmes constatés lors de l'année écoulée auront trouvé des solutions. Je propose d'écouter Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Nous nous réjouissons de cette mesure qui remet aux apprenants et aux enseignants le droit de se reposer et leur préserve le risque de fatigue avant la fin de l'année scolaire prochaine. Il convient de souligner que les enseignants et les apprenants de certaines localités avaient débuté les vacances tardivement. Le cas précis est celui des enseignants et des apprenants de la classe de 5e année fondamentale de la commune Butaganzwe de la province Buhumuza. De l'année scolaire 2024-2025 s'est clôturée tard vers la fin du mois de juillet suite à la décision du directeur communal de l'éducation. Peut-être qu'il avait pris une mesure pareille suite au retard des manuels de cette classe lié à la réforme en cours à l'école fondamentale. Mais dans le reste du pays, les écoles s'étaient conformées au calendrier scolaire avec le risque de n'avoir pas couvert le programme prévu. Au moment où la réforme atteint la 6e année fondamentale, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, saisit cette occasion pour demander que cette classe ne subisse pas le même sort que la 5e année. Elle demande que les enseignants soient formés et que les manuels soient disponibles à temps. Et ainsi les enseignements débuteront sans retard et les programmes seront couverts. Et dernière nouvelle de ce journal, certaines femmes et jeunes filles de la ville de Bujumbura dénoncent les agressions sexuelles dont elles sont victimes de la part des hommes et qui prennent une ampleur inquiétante. Elles expliquent que ces agressions surviennent lorsqu'elles font la queue aux arrêts de bus. Ces femmes et jeunes filles critiquent également l'attitude des agents chargés de la sécurité présents sur les lieux qui se contentent de regarder sans intervenir. Walter Quizera nous fait le point. La peur et la panique gagnent certaines femmes et les filles qui font la queue en attendant le bus au centre-ville de Bujumbura, surtout en soirée, jusqu'à tard dans la nuit. Ces comportements vont jusqu'au point où certains hommes, lorsqu'ils se trouvent derrière elles, dans les files, se livrent à des gestes inappropriés en frôlant les femmes et les filles. Un habitant présent sur les parkings de bus du côté sud de la capitale économique témoigne. Ils viennent avec de petits sacs et les placent devant leurs pantalons du côté de leur sexe pour les cacher. Quand personne ne fait attention, ils le font librement. Aujourd'hui, j'ai pris la décision qu'aucun garçon ne se tiendra debout derrière moi. Ces agressions se produisent aussi dans le bus quand on est debout. On sent alors que l'acte a lieu pendant les contacts à cause de ce que font ces hommes.
Ce qui choque le plus ces femmes et les filles, c'est que ces actes se déroulent sous les yeux des policiers, mais ces derniers ne font rien pour aider les victimes, si ce n'est se moquer d'elles. Ces hommes prennent cela comme une opportunité de faire ce qu'ils veulent avec nous, en nous traitant comme des objets et en se comportant n'importe comment. La situation est devenue grave. Pire encore, cela se produit sous les yeux des agents de l'ordre, y compris la police, mais ils ne font rien. Et quand nous demandons de l'aide, ils se contentent de nous interroger comme s'ils n'étaient pas au courant. Dernièrement, un vieux homme qui était dans la file leur a demandé comment plusieurs personnes qui ne se connaissent pas pourraient inventer ces histoires. Actuellement, les femmes et les filles demandent à la police de surveiller attentivement ce qui se passe sur les parkings lorsque les gens attendent le bus et de protéger les victimes. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Walter Kwizera que le journal de ce 26 août 2025 se termine. Merci pour votre aimable attention et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.